amis, c'est très grave. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'une affaire qui secoue en ce moment même la République démocratique du Congo, et plus particulièrement la ville de Lubumbashi. Une affaire qui mêle religion, mystère, mort suspecte et disparition inexpliquée. Une affaire qui, depuis quelques semaines, ne cesse de prendre de l'ampleur et qui divise profondément une communauté entière. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre ce soir est à la fois troublant, bouleversant et loin d'être terminé. Parle encore. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ce soir notre plongée au cœur de l'affaire Pasteur Marcelo. Et si les 2 premiers segments de notre émission vous ont permis de comprendre qui sont les protagonistes de cette histoire, ce 3e segment va vous emmener là où tout s'est vraiment embrasé. Là où la douleur silencieuse d'une communauté s'est transformée en colère ouverte. Là où les chuchotements discrets des uns sont devenus les cris des autres. Nous allons parler ce soir des rumeurs. Non pas pour les alimenter aveuglément, non pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais pour comprendre pourquoi elles sont nées, pourquoi elles se sont propagées avec une telle vitesse, et surtout, pourquoi tant de personnes y croient avec une conviction absolue. Si le pasteur Marcelo appartenait à la franc-maçonnerie, si cette appartenance impliquait des engagements que Blanche Tounassi connaissait, alors la mort ou la disparition de cette femme prend une dimension radicalement différente. Elle n'est plus seulement une tragédie personnelle. Elle devient potentiellement la conséquence directe de secrets trop lourds à porter. De secrets que quelqu'un, quelque part, avait décidé de protéger à n'importe quel prix. Il y a également une question que beaucoup de fidèles se posent ce soir avec une angoisse palpable. Une question simple, mais dévastatrice. Si le pasteur était franc-maçon, si ses pratiques spirituelles étaient fondamentalement différentes de ce qu'il affichait publiquement, alors que valaient toutes ces années de prière? Que valaient tous ces moments de dévotion, tous ces actes de foi accomplis sous sa direction? Les fidèles se sentent non seulement trahis dans leur confiance, mais également trahis dans leur intimité spirituelle la plus profonde. Et cette trahison-là est peut-être la plus difficile à surmonter, parce qu'elle touche à l'âme, parce qu'elle touche à Dieu lui-même. Ce qui aggrave encore davantage la situation, c'est que cet aveu ne vient pas d'un ennemi du pasteur. Il ne vient pas d'un témoin hostile cherchant à le détruire. Il vient, selon les informations dont nous disposons, du pasteur lui-même. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Et après la révélation fracassante de la scène précédente sur la franc-maçonnerie, après ce séisme spirituel qui a ébranlé toute une communauté jusqu'à ses fondations, nous allons maintenant nous tourner vers ceux qui, dans toute cette affaire, ont peut-être le plus souffert en silence. Ceux qui ont attendu le plus longtemps. Ceux qui ont pleuré dans l'ombre pendant que le monde débattait, spéculait et s'agitait autour d'eux. Ce soir, nous allons donner toute la place qu'elle mérite à la famille de Blanche Tounassi. Parce que dans cette affaire, ils ne sont pas des figurants. Ils ne sont pas de simples témoins passifs d'un drame qui les dépasse. Ils sont au cœur de tout. Et leur voix ce soir doit être entendue. Imaginez un instant ce que représente la position de la famille de Blanche Tounassi dans cette histoire. Imaginez ce que c'est que de perdre un être cher dans des circonstances aussi floues, aussi troublantes, aussi douloureuses. Imaginez ce que c'est que de ne pas avoir de réponse claire sur ce qui est arrivé à votre fille, à votre sœur, à votre mère. Imaginez ce que c'est que de regarder le monde continuer à tourner autour de vous pendant que vous restez figé dans une douleur que personne ne peut vraiment comprendre de l'extérieur. Et maintenant, ajoutez à cela une dimension supplémentaire. Une dimension qui rend cette situation encore plus complexe et encore plus déchirante. La famille de Blanche Tounassi n'est pas simplement une famille endeuillée qui réclame justice de l'extérieur. Non. Une partie de cette famille a fait un choix qui a surpris beaucoup de monde. Un choix inattendu. Un choix courageux. Un choix qui dit beaucoup sur leur foi, sur leur force et sur leur détermination à trouver la vérité par tous les moyens possibles. En effet, des membres de la famille de Blanche Tounassi ont rejoint l'Église de la Compassion. Cette même Église, dirigée par l'homme qu'ils soupçonnent d'être responsable de la mort ou de la disparition de leurs proches. Cette même Église qui est aujourd'hui au centre de la tourmente. Ce choix, de prime abord, peut sembler paradoxal. Il peut même sembler incompréhensible. Pourquoi rejoindre l'Église de celui que vous accusez? Pourquoi prier dans les mêmes murs que ceux qui ont peut-être assisté en silence à la disparition de votre fille? Pourquoi rester dans cet espace chargé de douleur et de trahison,
plutôt que de s'en éloigner définitivement? La réponse, quand on la comprend vraiment, est d'une logique implacable. La famille de Blanche n'est pas venue dans cette église par naïveté. Elle n'est pas venue par faiblesse. Elle est venue par stratégie, par détermination, par amour pour Blanche. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. La vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches se trouve à l'intérieur de ces murs. Elle se trouve dans les témoignages des fidèles qui ont tout vu. Elle se trouve dans les comportements, dans les attitudes, dans les silences de ceux qui gravitaient autour du pasteur. Et pour accéder à cette vérité, il fallait être là. Il fallait être présent. Il fallait s'immerger dans cet espace et faire confiance au fait que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par se révéler à ceux qui ont la patience et le courage de l'attendre. Et puis, il y a quelque chose d'autre dans ce choix. Quelque chose de profondément spirituel. La famille de Blanche Tounassi est une famille de foi. Une famille qui croit sincèrement que Dieu voit tout, entend tout, et juge avec une justice que les tribunaux des hommes ne peuvent pas toujours garantir. En rejoignant l'Église de la Compassion, ils ne valident pas les actes du pasteur Marcelo. Ils ne lui accordent pas leur pardon prématuré. Ils affirment simplement que leur foi est plus grande que la trahison d'un homme, que leur relation avec Dieu ne saurait être détruite par les crimes présumés d'un pasteur, et que c'est précisément dans cet espace, dans cette église meurtrie, que la lumière de la vérité a le plus de chances de jaillir. Mais ne nous y trompons pas. Derrière cette posture spirituelle et stratégique, il y a une douleur immense. Une douleur que les mots peinent à décrire. Ces membres de la famille qui s'assoient chaque semaine dans les bancs de cette église portent un poids que peu de personnes peuvent imaginer. Ils regardent les murs qui ont peut-être abrité les derniers jours de Blanche. Ils croisent des gens qui la connaissaient. Ils entendent son nom prononcé dans les prières et dans les conversations. Et ils continuent. Ils continuent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que abandonner, ce serait abandonner Blanche. Ce serait lui dire que sa vie ne valait pas qu'on se batte pour elle. Et ça, la famille de Blanche Tounassi ne peut pas se le permettre. Ce qui est également remarquable dans la prise de parole de la famille, c'est sa retenue. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous arrivons à ce moment de notre émission qui est peut-être le plus attendu, le plus chargé de tension et le plus lourd de questions sans réponse. Nous arrivons au moment où tout se cristallise, où tout converge vers un seul point, où toutes les rumeurs, toutes les accusations, toutes les douleurs, toutes les trahisons que nous avons évoquées depuis le début de cette émission aboutissent à un seul acte. Un acte qui en dit plus long que n'importe quel discours. Un acte qui résume à lui seul toute la complexité, toute la lâcheté et peut-être toute la culpabilité d'un homme acculé par la vérité. Ce soir, nous allons vous parler de la disparition du pasteur Marcelo. De ce moment précis où cet homme a choisi de s'évaporer dans la nature plutôt que de faire face à ce qu'il avait semé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une disparition. Pas une absence temporaire. Pas un voyage discret dont la durée était connue. Pas un retrait spirituel planifié et annoncé à sa communauté. Non. Une disparition pure et simple. Du jour au lendemain, le pasteur Marcelo n'était plus là. Sa chair était vide. Son téléphone silencieux. Son domicile déserté. Et ceux qui le cherchaient, qu'il s'agisse de la justice, de sa famille, de ses fidèles ou des membres de la famille de Blanche Tounassi, se retrouvaient face à un vide total. Face à une absence qui criait plus fort que n'importe quelle présence. Pour comprendre pleinement ce que représente cette disparition, il faut se replacer dans le contexte exact dans lequel elle s'est produite. Le pasteur Marcelo était un homme sous pression maximale. De tous les côtés, les murs se resserraient autour de lui. La justice congolaise l'avait convoqué et attendait qu'il se présente pour répondre des accusations pesant contre lui. Ses fidèles, ces hommes et ces femmes qui avaient tout donné pour son Église, l'avaient publiquement rejeté et réclamé des explications sur la mort de Blanche Tounassi. Ses propres enfants avaient pris leur distance et s'étaient joints à ceux qui l'accusaient. La famille de Blanche avait investi son Église et attendait la vérité avec une détermination sans faille. Et par-dessus tout cela, son aveu d'appartenance à la franc-maçonnerie avait définitivement détruit ce qui restait de sa crédibilité spirituelle
aux yeux de la communauté. Un homme cerné de toutes parts. Un homme sans issue apparente. Un homme dont chaque porte semblait se fermer l'une après l'autre. Et face à tout cela, le pasteur Marcelo a fait un choix. Un choix qui en dit long sur sa nature profonde, sur ce qu'il est vraiment au-delà des sermons et des prières. Il a choisi la fuite. Il a choisi de disparaître plutôt que d'affronter. De se cacher plutôt que de s'expliquer. De fuir la lumière plutôt que de laisser la vérité éclater au grand jour. Et cette fuite, mesdames et messieurs, est en elle-même un message. Un message que tout le monde a entendu, même si personne ne l'a formulé clairement. Parce qu'un homme innocent ne fuit pas. Un homme qui n'a rien à se reprocher ne disparaît pas dans la nature quand la justice frappe à sa porte. Un homme qui a la conscience tranquille ne laisse pas derrière lui une communauté entière dans la confusion, la douleur et l'abandon. Mais la disparition du pasteur Marcelo soulève également des questions pratiques, concrètes et urgentes. Où est-il ? Comment a-t-il organisé sa fuite ? A-t-il été aidé ? Y a-t-il des complices autour de lui ? Des personnes qui savaient, qui planifiaient, qui ont facilité son évasion discrète ? Est-il encore sur le territoire congolais, quelque part dans l'immensité du pays, caché dans une ville que personne ne penserait à surveiller ? Ou a-t-il réussi à franchir une frontière, à quitter le pays, à se mettre hors de portée de la justice congolaise ? Ces questions ne sont pas anodines. Elles déterminent la nature et la portée des recherches qui doivent être menées. Et pour l'instant, personne ne semble avoir de réponse définitive. Ce qui aggrave encore davantage la situation, c'est l'impact de cette disparition sur ceux qui ont été laissés derrière. Pensons aux fidèles de l'Église de la Compassion qui se retrouvent soudainement sans leader, sans guide, sans la figure autour de laquelle toute leur vie spirituelle était organisée depuis des années. Pensons aux enfants du pasteur qui doivent maintenant porter le double fardeau de la honte et de l'abandon. Leur père les a non seulement trahis par ses actes présumés, mais il les a également abandonnés en disparaissant sans un mot, sans une explication, sans même leur laisser la dignité d'un au revoir. Pensons enfin à la famille de Blanche Tounassi, qui voyait dans la comparution du pasteur devant la justice une opportunité enfin d'obtenir les réponses qu'elle attendait depuis si longtemps. Et qui se retrouve aujourd'hui avec un vide supplémentaire, une frustration supplémentaire, une douleur supplémentaire à porter. Une histoire qui continue de s'écrire, heure après heure, dans les rues de cette ville, dans les cœurs de ceux qui souffrent et dans les consciences de ceux qui savent, mais qui n'ont pas encore eu le courage de parler. Ce soir, nous terminons là où tout devrait finir, là où tout devrait aboutir, là où toutes les routes de cette affaire convergent vers un seul mot qui résume tout, un seul mot que des milliers de personnes portent dans leur cœur depuis trop longtemps. Ce mot, c'est la vérité. La vérité. Ce mot simple en apparence, mais d'une complexité redoutable dans la réalité. Parce que dans l'affaire Pasteur Marcelo, la vérité n'est pas un bloc monolithique et évident que tout le monde peut voir et toucher. Elle est fragmentée. Elle est dispersée entre des dizaines de témoignages, de rumeurs, d'accusations, de versions contradictoires qui se superposent et se contredisent depuis le début de cette tragédie. Elle est enfouie quelque part entre la mort ou la disparition de Blanche Tounassi, l'aveu d'appartenance à la franc-maçonnerie, la fuite précipitée du pasteur et le silence de ceux qui savent, mais qui n'osent pas encore parler. Et tant que tous ces fragments ne seront pas rassemblés, tant que toutes ces pièces ne seront pas mises ensemble avec courage et honnêteté, la vérité complète restera hors de portée. Alors ce soir, depuis ce micro, depuis cet espace que vous nous accordez chaque soir pour vous informer, pour vous éclairer et pour porter les voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre seuls, nous lançons un appel. Un appel solennel. Un appel urgent. Un appel qui s'adresse à chacune et à chacun d'entre vous, où que vous soyez ce soir, quelle que soit votre relation avec cette affaire, quelle que soit la nature de ce que vous savez ou de ce que vous avez vu. Cet appel, le voici.
Si vous savez quelque chose, parlez. Si vous avez vu quelque chose, témoignez. Si vous avez entendu quelque chose, dites-le. Parce que dans une affaire comme celle-ci, chaque témoignage compte. Chaque information compte. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse vous paraître, peut être la pièce manquante qui permettra enfin de reconstituer le puzzle et de faire éclater la vérité au grand jour. Cet appel s'adresse d'abord aux fidèles de l'Église de la Compassion. Ces hommes et ces femmes qui ont vécu au plus près de cette histoire. Ces gens qui ont vu le pasteur Marcelo de près, qui ont observé son comportement, qui ont peut-être été témoins de choses qu'ils n'ont jamais osé raconter par peur, par loyauté mal placée, ou par simple incrédulité face à ce qu'ils avaient vu. Ce soir, nous vous disons ceci. Votre silence ne protège personne. Votre silence ne protège pas le pasteur qui a déjà choisi de fuir. Votre silence ne protège pas l'Église qui a déjà été éclaboussée par ce scandale.